Pour montrer physiquement comment est-ce que l'avion vole, ben c'est très simple. Si je prends une feuille de papier, je vais souffler sur la partie supérieure du papier, on va voir ce qui se passe. Je souffle sur le papier et le papier monte. Alors, je n'ai pas triché, je n'ai pas fait ça. Si je mets bien les lèvres au-dessus du papier, je souffle et le papier monte. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'avion, c'est qu'au décollage, on sait très bien qu'on accélère l'avion toujours au décollage. Ça permet sur les ailes, parce que les ailes sont conçues avec une forme, avec un profil spécial, pour que l'air sur l'extrado soit accéléré, exactement comme j'accélère l'air sur l'extrado du papier, et ensuite l'avion va décoller. Si l'angle est trop important, l'air ne pourrait plus rester accroché sur les ailes, et c'est pour ça que logiquement nous avons mis à l'avant des ailes ce qu'on appelle des becs, donc c'est les parties métalliques qui descendent à l'avant des ailes pour garder scotché l'air sur l'aile. Et également à l'arrière des ailes, nous avons sorti donc des volets, ce sont des parties métalliques qui sont à l'arrière des ailes, pour encore une fois augmenter la portance des ailes, mais aussi pour augmenter la surface des ailes, pour qu'on puisse décoller aux alentours de 300 km/h et non pas 800 km/h. On fait un décollage, on avait dit qu'il faut bien que l'avion soit accéléré pour souffler, pour avoir l'air qui passe sur les ailes. Comme le papier, je souffle sur le papier. Donc l'avion va être accéléré jusqu'à une vitesse de décollage précise qu'on fait calculer à l'avance. Ensuite, on fait cabrer l'avion toujours pour augmenter cet angle d'attaque dont vous avez parlé. Et ensuite, l'avion va quitter le sol. Donc la première chose à faire dans un avion après le décollage, c'est quoi? C'est bien de rentrer le train d'atterrissage. C'est pas la peine de garder le train d'atterrissage sorti pour créer beaucoup de traînées. C'est comme la voiture. Si vous mettez votre main à l'extérieur de la voiture, ça va freiner avec la traînée de la main. L'avion, c'est pareil. Donc, la première chose à faire après le décollage, c'est de rentrer le train d'atterrissage. Donc, là aussi, pour pouvoir rentrer le train d'atterrissage, ce n'est pas le pilote avec un manivelle ou avec un ficelle ou avec quelque chose qui peut rentrer le train d'atterrissage. Donc, c'est bien une pompe hydraulique qui se trouve dans les soutes, qui va alimenter un circuit hydraulique qui se trouve dans l'avion, qui va encore alimenter un moteur hydraulique pour rentrer le train d'atterrissage. Donc les trappes du train vont s'ouvrir, le train va rentrer et les trappes vont se refermer. Donc il est évident, en fonction de votre emplacement dans l'avion, si vous êtes assis pile poil sur le train d'atterrissage principal ou bien le train d'atterrissage à l'avant de l'avion, vous allez sentir les trappes qui s'ouvrent, le train qui rentre et les trappes qui se referment. Par contre, si vous êtes assis très très loin du train d'atterrissage, vous n'allez rien entendre. Donc ça veut dire que votre emplacement dans l'avion va changer la conception, le bruit que vous allez entendre dans l'avion. Donc la première chose à faire, c'est de rentrer dans le train d'atterrissage. Ensuite, au décollage, les moteurs, ils sont à plein pot, quasiment plein pot, à 100% de la poussée de décollage. Mais il est évident, c'est comme votre voiture, vous n'êtes pas toujours à fond sur l'accélérateur, parce que sinon vous allez endommager les moteurs. Donc, dans l'avion, environ 1 minute après le décollage, on va baisser le régime des moteurs d'environ 5 à 10%, donc on va diminuer la poussée d'environ 5 à 10%, ce n'est pas beaucoup, 5 à 10%, mais puisque sur un 747, il y a 4 moteurs, ça veut dire que d'un coup, on va entendre les 4 moteurs qui diminue en poussée. Et là, souvent, c'est toujours panique à bord parce qu'on a l'impression, toujours l'instinct qui parle et non pas la logique, mais on a l'impression que les 4 moteurs tombent en panne en même temps, mais en réalité, c'est tout simplement qu'on va baisser le régime de moteur d'environ 5 à 10%. D'accord? Ensuite, on avait dit qu'on décolle aux alentours de 300 km/h pour pouvoir décoller sur des pistes qui font environ 3 km de longueur, parce que si on décollait à 800 km/h, pardon, il faudrait une piste qui fasse 50 km. Donc, dans ce cas-là, après le décollage, on va commencer à accélérer l'avion de 300 km/h vers les 800 km/h. Et pour faire ça, il faut bien qu'on rentre les becs et qu'on rentre les volets. Encore une fois, des pièces métalliques qui vont rentrer avec d'autres pompes hydrauliques, avec d'autres circuits hydrauliques, avec d'autres moteurs hydrauliques. Encore une fois, si vous êtes placé pile poil sur la pompe hydraulique, chaque fois on va actionner les volets, vous allez entendre la pompe qui se met en route. Tandis que si vous êtes très très loin de la pompe hydraulique, vous n'allez rien entendre. Encore une fois, votre emplacement dans l'avion peut changer et vos craintes et vos inquiétudes sont liées avec les bruits que vous avez, qui ne sont pas toujours liés à le même emplacement.
Et ensuite, pour la descente, la descente, ça va être exactement pareil que la montée, mais à l'envers. C'est qu'on va ralentir l'avion de 800 km/h vers les 300 km/h. En fonction de la vitesse de l'avion, on va sortir les becs et les volets pour ralentir l'avion. Encore une fois, les pompes hydrauliques qui se mettent en route, qui alimentent le circuit hydraulique, qui alimentent le moteur hydraulique. Et ensuite, avant l'atterrissage, on va sortir le train d'atterrissage. Et si nous avons un 747, là, il y a 4 moteurs, 1, 2, 3 et 4. Si jamais un moteur tombe en panne, puisqu'on ne sommes pas dans une voiture, la voiture n'a qu'un seul moteur, mais si ici un moteur tombe en panne, les 3 autres moteurs fonctionnent toujours, qui va toujours garder la vitesse de l'avion, qui va toujours donner la soutenance sur les ailes. Par contre, si jamais tous les moteurs tombent en panne, si jamais les 4 moteurs tombent en panne, à ce moment-là, l'avion va descendre légèrement, mais tant qu'on souffle sur les ailes, l'avion sera contrôlable. C'est comme la voiture, si la voiture descend la côte de la montagne, si vous coupez le contact du moteur, ou si vous mettez le moteur au point mort, la voiture descend toujours la montagne. La voiture ne s'arrête pas. L'avion, c'est pareil. Donc l'avion va planer comme un planeur. Un planeur n'a pas de moteur, ou bien comme un oiseau avec des ailes qui va planer. Donc l'avion va planer et l'avion va descendre. Les constructeurs doivent démontrer que les moteurs sont suffisamment résistants pour assurer l'impact d'un oiseau qui pèse 2,5 kg. D'accord? Donc ça, c'est un peu la réglementation. Mais il est évident qu'une oie sauvage canadienne qui va peser 7, 8, 10 kg, on ne peut pas techniquement concevoir un avion si résistant à un impact de la taille de cet oiseau. Donc, c'est bien pour ça que nous avons 2 moteurs, parce qu'on se dit que la probabilité que 2 oies sauvages qui pèsent plus de 2,5 kg rentrent exactement en même temps dans les 2 moteurs en même temps, c'est quasiment 0. Mais la preuve, c'est que ce n'est pas 0. Donc, quand on regarde l'Airbus 320, les 2 moteurs sont tombés en panne à cause de l'impact des oiseaux, quelque chose qui était complètement quasi improbable, mais pas risque 0. Malgré ce fait-là, on a conçu l'avion de supporter ces 2 pannes-là et garder le contrôle de l'avion pour pouvoir soit se poser dans le champ ou soit se poser dans l'eau. Tous les instruments sont doublés ou bien triplés. D'accord? Donc, ça veut dire que si un instrument tombe en panne, vous avez l'autre instrument qui fonctionne. Ou bien si un pilote tombe en panne, ça veut dire que s'il y a une intoxication alimentaire, et c'est bien pour ça que les pilotes ne mangent jamais le même plateau. Les plateaux et les repas sont faits dans les cuisines différentes pour éviter que la mayonnaise ne contamine les 2 pilotes en même temps. Donc, si jamais il y a un problème avec un instrument ou bien avec un pilote, avec une intoxication alimentaire, l'autre pilote à d'autres instruments qui sont doublés ou triplés pour justement combler. Si la voiture circule sur une route, sur les pavés, la voiture sera secouée. C'est comme la maquette. Si je secoue la maquette, là, la maquette ne tombe pas dans un trou d'air. Elle n'est pas tombée, la maquette. Elle n'est pas tombée par terre. Elle n'est pas cassée, la maquette. Mais si à l'intérieur, vous n'êtes pas attaché, les occupants à l'intérieur vont être secoués. On aura peut-être l'impression, la personne qui était à l'arrière, il a peut-être l'impression qu'à l'arrière, ça tombe dans un trou d'air, mais on voit très bien physiquement que la maquette, je secoue la maquette, mais la maquette ne tombe pas à terre. Elle n'est pas tombée, elle n'est pas cassée. Donc l'avion, c'est exactement pareil. Si l'avion descend dans les instruments de vol, je verrai que l'avion descend. Avec les commandes de vol, je vais redresser l'avion. Et donc l'avion va peut-être descendre de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Mais on ne va pas tomber dans un trou d'air. Ce n'est qu'une impression. Comme la maquette, je secoue la maquette. Si on s'imagine dans la maquette, on sera secoué, mais la maquette ne tombe pas. La maquette ne tombe pas dans un trou d'air. Et l'avion, c'est exactement pareil. Comme la voiture qui roule sur les pavés, comme le bateau qui roule sur les vagues, l'avion, c'est pareil. Sauf que la différence, encore une fois, c'est qu'on ne voit pas les pavés du ciel. On sait aujourd'hui retrouver les cyclones avec les images satellites. Si on voit que la route se rapproche d'un cyclone, soit la compagnie ou soit le commandant de bord va demander une route pour éviter complètement le cyclone, parce qu'on sait très bien que l'avion n'a pas été conçu pour voler dans un cyclone. Dans ce cas-là, on va prendre d'autres mesures, c'est de s'écarter d'environ 200 km du cyclone pour être sûr et certain de ne pas trouver que le trou d'air n'existe pas. Pas plus qu'un trou d'eau. On n'a jamais vu un bateau tomber dans un trou d'eau.
Il y a jamais, ça n'existait pas. Donc c'était une expression française que je pense qui date de l'époque de Mermoz, au début du siècle, où on n'avait pas la connaissance du vol, où Mermoz est parti en vol dans un petit coucou et qui effectivement il a rencontré beaucoup de turbulences. Quand il est revenu, il a dit oh mon Dieu, je suis tombé dans un trou d'air, et malheureusement on a gardé cette expression française qui est un trou d'air. Donc on a peur de ce mot trou. Donc l'expression américaine c'est un air pocket, donc une poche d'air, qui est un peu mieux rassurant parce qu'on a l'impression, une poche, il y a quand même le fond, donc on a l'impression qu'on est soutenu. Mais il n'y a pas plus de trou d'air que de trou d'eau. En ce qui concerne la turbulence, et c'est exactement, totalement, parfaitement comme la voiture. Quand la voiture va rouler sur une route mal pavée, la voiture va être secouée. Quand le bateau va rouler ou qui va circuler sur les vagues, quand il y a des grosses vagues, le bateau sera secoué. L'avion, c'est exactement pareil. Si l'air est calme, il n'y aura pas de turbulence. Par contre, si l'air est un peu turbulent parce que le vent d'altitude change, parce que l'atmosphère change en permanence, un peu comme l'océan, l'avion va être secoué un peu comme le bateau, un peu comme la voiture. Mais encore une fois, la grande différence, c'est que dans l'avion, on ne voit pas la turbulence. On ne voit pas les vagues du ciel. Mais la turbulence dans l'avion, c'est exactement les pavés du ciel. Parce que c'est exactement comme la voiture qui roule sur une route mal pavée, ou bien comme le bateau qui circule sur les grosses vagues, l'avion c'est pareil. La différence c'est qu'on ne voit pas la turbulence, on ne voit pas le vent, et encore une fois, parce qu'on est humain, on veut que la logique, on veut voir physiquement la chose. Quand on ne voit pas physiquement la chose, c'est l'instinct qui prend le relais, et on commence à se dire, j'ai l'impression que l'avion tombe, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec l'avion, mais ce ne sont que des impressions. Et c'est bien pour ça, encore une fois, que dans le poste de pilotage, les pilotes, ils ont des instruments de vol qui indiquent exactement la position et la vitesse de l'avion pour donner la logique et non pas... Il n'y a jamais eu d'accident d'avion à cause de la turbulence. Donc il faut savoir que l'avion ne craint rien dans la turbulence. Donc vous savez que l'avion a été conçu pour supporter les forces dans la turbulence. Le grand danger pour le passager, c'est que si vous n'êtes pas attaché avec la ceinture de sécurité, il est évident que si l'avion sera secoué, à l'intérieur, si vous n'êtes pas attaché, vous allez être secoué et vous risquez de cogner votre tête sur le plafond. C'est comme exactement dans la voiture, si vous roulez sur un dos d'âne à 130 km/h, ça ne va pas casser la voiture, mais si vous n'êtes pas attaché à votre ceinture de sécurité, vous allez être secoué et vous allez vous cogner la tête sur le plafond. Donc l'avion, c'est exactement pareil. L'avion ne craint rien parce que l'avion a été conçu pour supporter la turbulence, mais pour le passager, là où ça craint, c'est effectivement si le passager n'a pas la ceinture. Si l'aile casse, c'est foutu. Il est évident que l'avion va descendre, l'avion va tomber et là, effectivement, on va mourir. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est cette panne-là qu'on ne peut pas, on n'a pas d'aile de secours. D'accord ? Donc on sait très bien que si l'aile casse, parce que ce sont les ailes qui soutiennent l'avion, dans ce qu'on a, l'avion va se crasher. D'accord ? Mais en même temps, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'on sait très bien que l'aile, c'est l'élément le plus important de l'avion. On n'a pas le droit d'avoir cette panne-là. Donc ça veut dire que l'aile va être l'élément le plus sûr de l'avion. On va concevoir justement une aile le plus solide possible pour savoir, pour être sûr et certain que l'avion, que l'aile se brise pas dans les turbulences. Donc jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'aile cassée dans les avions. Le bout d'aile du 747, ça peut, le débattement, c'est entre 5 et 10 mètres. D'accord ? Donc effectivement, quand on regarde le bout d'aile et on voit que le bout d'aile bouge, c'est pas très rassurant parce qu'on a l'impression, encore une fois l'instinct, on a l'impression que l'aile risque de casser parce qu'on voit l'aile qui bouge, mais en fait l'aile a été conçue pour ça. On veut que l'aile bouge pour servir un peu d'amortisseur. Donc dans la voiture, vous avez des amortisseurs qui comblent la turbulence de la route. L'aile a été conçue justement pour être un peu flexible, pour justement amortir la turbulence dans l'avion.